Merci d'être avec nous pour ce premier panel après la présentation de Monsieur Bisaillon. C'est vraiment un plaisir d'être ici à l'invitation de Colette et de son équipe. Donc, mon nom est Priscilla Guy, c'est moi qui vais animer ce panel Posture critique. Donc, vous êtes les courageux qui décidez de commencer la journée avec un panel critique. Je vous rassure tout de suite, l'idée c'est comme le disait Colette tout à l'heure, de lancer certaines questions, puis de garder ça un peu en tête pour tout le reste de la journée quand vous irez entendre les autres conférencières, conférenciers. Peut-être que ces questions critiques vont aiguiser vos réflexions, hein, du moins on l'espère. Donc, je me présente rapidement avant de vous présenter mes quatre généreuses invitées. Donc, je suis une artiste multidisciplinaire. Je suis principalement dans le domaine de la danse. Je travaille avec la vidéo, je travaille avec différents médias. Donc, c'est vraiment un travail interdisciplinaire que je fais. Et depuis presque 10 ans maintenant, je dirige une compagnie qui s'appelle Mandoline Hybride à Montréal. Et c'est à travers cette compagnie-là que je mène toutes sortes de projets, des projets scéniques interdisciplinaires, des courts-métrages chorégraphiques, des interventions in situ. Donc, je fraye dans différentes rivières en même temps et j'ai eu l'occasion de travailler sur quelques projets qui impliquaient les technologies numériques dans les dernières années. La raison pour laquelle on se retrouve autour de l'idée d'un panel critique, c'est que quand Colette, lors de cette rencontre d'idéation où il y avait un peu une tempête d'idées, tout le monde lançait ses idées, qu'est-ce qui serait important à aborder lors d'une journée sur le numérique et les arts de la scène, étant donné que moi, je suis du côté des artistes, des productrices, producteurs, il m'a semblé vraiment impératif de soulever l'impact du développement des technologies numériques sur les conditions de travail des artistes, sur les conditions artistiques et économiques dans lesquelles ils et elles évoluent. Donc, c'était un peu l'idée à laquelle je tenais et qui s'est retrouvée parmi les propositions de panel que vous avez pour votre journée. Souvent, quand on parle des technologies numériques en art de la scène, on va parler des œuvres qui nous ont marquées, qui nous ont impressionnés peut-être. On va parler des outils, des dispositifs qu'on a découverts, mais on s'attarde rarement aux conditions justement dans lesquelles ça a émergé. Qu'est-ce que ça représente comme défi pour les artistes de se frotter à ces nouvelles technologies-là? Quel genre de relation se passe entre des artistes de la scène, chorégraphes, chanteurs, chanteuses, peut-être dans la création théâtrale, dans le cirque. Qu'est-ce qui se passe dans la relation de création quand on invite des spécialistes de l'informatique, des programmeurs web? Comment se passe cette dynamique-là? Donc, on va, dans un survol quand même assez rapide avec nos invités, réfléchir à toutes ces questions-là ce matin. Et l'objectif, c'est de poser un regard critique sur les impacts du numérique, plus particulièrement sur les artistes, parce qu'au final, ils sont à la base de toute la chaîne de production. À Rideau, on discute de diffusion, on discute de création, mais tout ça a lieu parce qu'à la base, il y a des artistes qui font des œuvres. Donc, pour moi, c'était vraiment primordial dans une journée sur le numérique qu'on puisse revenir à la source de ce qui nous fait vibrer et qui nous fait avancer dans notre travail, c'est-à-dire les artistes et leur création. L'idée du panel est également reliée au fait que même si on est, nous ici dans cette salle, passionnés d'art vivant, il y a une réalité... Pardon, je n'avais pas prévu ça. Il y a une réalité qui est celle, justement, des artistes et des collectifs dont la plupart vivent dans des conditions économiques assez précaires, pour plusieurs, même sous le seuil de la pauvreté. Et on n'imagine pas nécessairement ces données-là quand on parle de projets numériques où il y a des nouveaux budgets, des nouvelles enveloppes. Donc, il faut garder ça en tête. On s'adresse à des artistes qui, en ce moment, au Québec, sont dans des conditions difficiles. Donc, ce matin, on va essayer d'aborder certains angles morts, certaines questions qui sont peu ou pas soulevées,
par rapport à la création et au numérique, et voir comment, à travers l'enthousiasme, à travers l'excitation qu'on a devant des projets créatifs, comment on peut quand même garder une posture critique et s'interroger sur la façon dont on fait les choses et sur... J'ai perdu la voix un peu. Donc, on va s'interroger sur la façon dont on fait les choses et sur les impacts de nos décisions. Ça fonctionne? Non, on a perdu le son. Oui, c'est ça. On est vraiment dans une performance d'art vivant, ça se passe en ce moment. Mais je pense qu'en attendant que ce soit rétabli, vous m'entendez suffisamment bien? Ouais. Excellent. Donc, voilà. Alors, je vous présente nos 4 panélistes sans plus tarder. Je suis vraiment très choyée de les avoir avec moi. Et ça va nous permettre de faire un tour d'horizon interdisciplinaire parce que justement, à Rideau, on recoupe toutes sortes d'approches, toutes sortes de disciplines. Et grâce à nos invités, on va pouvoir réfléchir à tout ça. Alors, ici à ma gauche, M. Sébastien Carnac, qui nous arrive directement de France, de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est directeur d'Aquitaine Culture. Dans sa présentation, il va nous entretenir du pôle de coopération culture et entreprise sur lequel il travaille en Nouvelle-Aquitaine et notamment aborder de nouvelles formes de coopération entre les artistes et les entreprises du numérique. Donc, il travaille à créer ce genre de maillage-là, notamment grâce à la présence de spécialistes en art vivant comme source d'idéation et de transformation sociale. Donc, les artistes deviennent les spécialistes. Juste à sa gauche, on a Mme Emmanuelle Sirois, qui, elle, est conseillère aux projets internationaux au Centre des auteurs dramatiques de Montréal et chercheur en art vivant. Elle va nous parler de la réalité des auteurs dramatiques à l'ère du numérique, donc de l'influence du développement numérique sur l'offre de services ou de résidences dans le milieu de l'écriture théâtrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on se l'approprie du côté des artistes? À sa gauche, M. Simon-Emmanuel Roux, qui est notamment directeur du projet Manivelle, mais qui porte toutes sortes de chapeaux entre numérique et développement social, qui va nous parler des problématiques liées notamment au montant des enveloppes par rapport aux défis réels qu'implique d'intégrer les technologies dans le processus créatif. Et finalement, M. Jean-François Denis, directeur chez DIM, qui offre une expertise en conception de plateformes numériques et systèmes de gestion de données, qui est aussi musicien et qui va aborder le développement du numérique, disons, à la lumière presque des 2 dernières décennies, ce développement qui a déjà eu lieu depuis longtemps dans le milieu de l'électroacoustique. Donc, c'est des discussions qui existent déjà en musique, qui sont peut-être plus nouvelles dans le milieu chorégraphique ou dans la création théâtrale, mais en musique, on s'est déjà interrogé. Donc, il va nous parler de ça. Alors, on va naviguer entre les différentes disciplines. Il y aura un temps, évidemment, de questions pour le public. Et là, je vois qu'il y a un micro juste là. Peut-être, si vous avez des questions, vous pourrez lever la main. Si le micro fonctionne, tant mieux. Sinon, on va se comprendre comme ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des interventions à faire, à les préparer. Il y aura un temps prévu. Donc, juste avant de laisser la parole à mes panélistes, je vous fais un petit topo qui va mettre la table pour notre discussion. Bon, okay. Décidément. Bon, on va y aller comme ça pour le moment. Donc, je voulais vous parler du sondage de Québec numérique. Culture numérique Québec a mené un sondage en juin et juillet 2016. Et les résultats de ce sondage ont été présentés tout récemment, je crois la semaine dernière. Vous pouvez le retrouver en ligne si vous voulez aller consulter l'étendue de la recherche qui a été faite. C'est vraiment un sondage qui a voulu questionner les entreprises du numérique, les organismes culturels, les artistes, les collectifs, sur leur rapport l'un à l'autre, sur leur rapport à l'intégration des nouvelles technologies dans la création artistique et culturelle. Donc, on parle d'environ 200 répondants de partout au Québec. Et évidemment, moi, je ne ferai pas le survol de tout ce sondage, mais parmi les questions soulevées, on observe 2 clivages importants entre
les entreprises du numérique et le milieu culturel qui se dessinent à travers les réponses des personnes sondées, l'un étant un clivage économique et l'autre plutôt langagier. Et notre ami Bisaillon en parlait tout à l'heure, cette difficulté par rapport à la différence dans le langage. J'ai vraiment un problème de... Je pense que ton micro fonctionne à nouveau. Oui. Et le micro est de retour. Alors, donc, le premier clivage que je voulais soulever, qui est pour moi une tension qui n'est pas impossible à résoudre. Merci, Simon. Évidemment, tout ça est une mise en scène prévue pour mettre tout le monde à l'aise et pour qu'on garde à l'esprit, ça peut arriver. Hein? Alors, je vais quand même, je vais continuer malgré nos difficultés. Donc, le clivage économique, il ne s'agit pas d'un obstacle infranchissable, mais il s'agit d'une tension réelle, à mon avis, qui existe entre les entreprises du numérique, le milieu du numérique et les artistes, les artisans du spectacle. Et donc, on sait déjà qu'il y a des différences importantes entre la façon dont se financent ces entreprises du numérique et le milieu artistique. Il y a une différence de ressources financières qui peut créer une certaine tension. Et le sondage révélait notamment que les entreprises du numérique peuvent voir comme un frein à la collaboration à leurs projets le manque ou le peu de ressources disponibles dans le milieu culturel. Et donc, on peut comprendre ça parce que, évidemment, si tout le poids d'être un levier financier tombe sur le partenaire numérique, ça peut, disons, créer des réticences. Donc, quel genre de rapport de force le clivage économique crée entre les artistes et leurs potentiels partenaires? C'est une question qu'on soulève et puis qui va être élaborée tout à l'heure dans nos discussions. L'autre clivage, c'est celui du langage. Monsieur Bisaillon en parlait. Il y a vraiment tout un langage qui se développe très vite dans le numérique. Le milieu culturel, on tente de se l'approprier le plus possible. Le plan numérique du Québec vise notamment l'appropriation des technologies, mais évidemment du langage qui vient avec. Toutefois, il semblait justement que pour les gens du milieu du numérique, c'est important que le milieu culturel s'approprie ce langage-là, le connaisse mieux et puisse l'utiliser pour communiquer plus facilement avec leurs partenaires lorsqu'ils sont dans des projets de cet ordre. Alors, la question que je soulève, c'est quel rapport de force ça établit aussi ce langage-là? Si nous, on doit... nous, là, je dis nous parce que moi, je suis dans le côté des artistes, disons. Si on doit apprendre ce langage-là, quelle dynamique ça établit dans la communication avec nos partenaires? Comment on pourrait tenter d'établir un échange plutôt qu'un apprentissage unilatéral? Alors, là, en toute modestie, hein, bien loin de moi d'égaler l'exercice de M. Bisaillon, mais je nous ai fait un micro-langage artistique qui va venir nous outiller pour la journée, pour réfléchir à comment on peut, nous aussi, partager notre langage du milieu culturel, du milieu artistique avec les gens qui sont nos collaborateurs. Alors, j'ai choisi deux aspects qui sont, à mon avis, centraux à la création en art de la scène. La présence scénique. Ça semble évident pour la plupart d'entre nous, mais pour des personnes qui travaillent en informatique, en web, présence scénique, qu'est-ce que ça a de si spécial, de si important? On parle de la qualité de présence des artistes sur la scène. Ça implique un rapport au public. Est-ce que ce rapport-là est direct? Est-ce qu'il y a un quatrième mur? Est-ce que c'est un rapport indirect? Est-ce que l'artiste, c'est quoi le niveau de jeu? Est-ce qu'on est dans un jeu réaliste? Est-ce qu'on est dans des formes de jeu plus abstraites? C'est vraiment des éléments qui sont centraux au processus de création et à la présentation, à la diffusion des œuvres. Donc, si on collabore avec des personnes qui ne sont pas familières avec ça et que c'est le centre de notre pratique, c'est important aussi de partager ce vocabulaire qui est le nôtre. La deuxième que je vous partage, c'est l'empathie kinesthésique. Donc, on parle d'empathie kinesthésique peut-être plus dans l'art chorégraphique que dans la chanson, mais ça s'applique aussi. C'est la capacité qu'on a à se projeter dans les sensations, les sentiments,
les mouvements d'une personne qui est autre que nous, qui est soit sur scène, nous, par exemple, un exemple d'empathie kinesthésique évident, c'est quand on regarde les sports, les Olympiques, on voit quelqu'un faire un plongeon. Nous-mêmes, on n'en a jamais fait, mais on partage un corps avec cette personne-là. Alors, on peut imaginer, on peut projeter les sensations que ça nous procure. C'est un des éléments qui est central à la création scénique parce que on veut établir un lien entre le public et l'artiste, et donc ces notions-là nous servent beaucoup. Alors, peut-être ce sera un exercice à faire de créer un lexique qu'on partage avec nos collaborateurs, collaboratrices pour développer un dialogue et non seulement une charge d'apprentissage pour l'une des deux parties. Alors, pour conclure avec ça, je vous ai parlé de 2 rapports de force, un qui est économique, un qui est plutôt langagier. Il y en a toutes sortes. Chaque fois que 2 entités, 2 groupes se rencontrent, il y a certaines tensions qui s'établissent. Comment on peut les dénouer en interrogeant les enjeux qui les sous-tendent, en essayant de se demander quel impact ça a sur l'une partie et sur l'autre, ces rapports de force-là. Donc, dans le cas ici de la création artistique, donc quel rapport de force ça va avoir, les décisions qu'on va prendre pour ce maillage entre le numérique et les arts de la scène, sur la capacité des artistes à créer, à se ressourcer, à faire valoir leur expertise auprès des entreprises du numérique et à se faire comprendre par ces entreprises, à diffuser leurs œuvres sur le territoire québécois. Donc, c'est un peu ce qui englobe les questions qu'on soulève ce matin. Et sur ce, là, je vous lance toute cette information parce qu'on a un temps très réduit qui nous est imparti. On va enchaîner avec les présentations des invités et on aura un temps pour en discuter tout de suite après. Alors, Monsieur Sébastien, c'est à vous. Ouais, bonjour à tous. Nous aussi, voilà, ça me parle beaucoup, cette empathie kinesthésique, parce qu'on y travaille au quotidien, donc je vais pouvoir l'expliciter. Donc, je dirige Aquitaine Culture, c'est une structure d'intermédiation, donc on fait le lien, on est le pont, le trait d'union entre le secteur culturel de l'entreprise, alors plutôt culture art vivant, spectacle vivant, donc musique, théâtre, danse, art de la rue, cirque, et entreprise plutôt l'économie numérique et les ICC, les industries culturelles et créatives. Alors pourquoi cette économie-là plus que les autres? Parce qu'en fait c'est celle qui répond le mieux pour le moment aux différentes expérimentations que l'on mène. Donc on est installé à Bordeaux et on est sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui est la nouvelle grande région dans le quart sud-ouest de la France, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc on essaye de faire émerger, notre objectif, de faire émerger des nouvelles formes de coopération et d'innovation entre ces 2 entités, que sont les artistes d'un côté, en art vivant, et les entreprises numériques de l'autre côté. Alors, oui, je vais slider aussi de mon côté. Ça ne marche pas non plus. On va y arriver. Alors, voilà, c'est bon. Donc je vous disais, on était cette interface entre ces 2 mondes. On essaie de faire émerger aussi donc ces nouvelles formes de coopération en fait qui sont source d'innovation et de transformation sociale. Alors je vais expliquer, on a inventé 3 concepts. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Tout d'abord, des rencontres. On fait rencontrer des chefs d'entreprise du numérique et des artistes qu'on a appelé des rencontres socialement improbables. J'expliquerai pourquoi elles sont socialement improbables. Parce qu'on est parti d'un postulat sociologique en France qui est assez désastreux sur l'acculturation des chefs d'entreprise à l'art. Je ne sais pas quel est l'état au Québec, mais chez nous, c'est assez catastrophique. Il était à peu près au même niveau que l'acculturation au monde économique des artistes. Hein, voilà. Et puis après, un autre concept c'est de l'innovation incrémentale. Donc on est parti sur la définition numérique de l'innovation incrémentale qui aboutit à l'innovation de rupture. Alors l'innovation incrémentale, c'est les transformations d'un produit ou d'un service qui permettent d'aboutir à faire complètement différentes choses, enfin un différent produit, un différent service que le cœur de métier de l'entreprise au départ. Voilà. Et puis la dernière, c'est une plateforme numérique de mécénat culture en nature. J'expliquerai ce que c'est en détail. Sachez qu'en Europe, il y a un comité qui s'appelle le CEREC, qui est le comité de rapprochement entre l'entreprise et la culture. Donc c'est un comité d'une 20aine de structures en Europe qui existent avec des pôles qui sont constitués. Alors ces fameuses rencontres socialement improbables, alors
En fait, on est parti de ce postulat sociologique que 37% des entrepreneurs sont allés au moins une fois au cours des 12 derniers mois au théâtre ou à un concert. Ça, c'est l'état de l'Observatoire des inégalités en France, sur la fréquentation de... En fait, en France, la démocratisation a fonctionné, sauf pour les ouvriers et les chefs d'entreprise. Donc, on aboutit en fait, quand on va voir un entrepreneur, parce que, je sais pas ici, mais nous, l'entreprise libérée, tout ça, c'est pas encore tout à fait au point. Donc, ça reste le directeur qui reste le chef de l'entreprise. Hein. Avec des tissus économiques en région qui sont de 92 TPE, PME, donc des toutes petites entreprises ou des moyennes entreprises. Mais voilà, on n'a pas des très très grosses entreprises. Donc, forcément, on s'est dit, si on veut les faire coopérer, d'abord, il faut les faire rencontrer. Alors, on a essayé de travailler sur différentes dimensions. Alors, moi, j'arrive du monde de la danse, donc on travaille sur différentes dimensions qui déterminent le geste, que ce soit l'anatomie, la coordination, la dimension psychanalytique ou perceptive. Alors, on s'est dit, la seule sur laquelle on peut travailler, c'est la perception. C'est-à-dire comment le chef d'entreprise va pouvoir percevoir le travail artistique, comment l'artiste va pouvoir percevoir cet entrepreneur, puisqu'en fait, on a relevé, alors on travaille aussi avec un cabinet de sociologie, énormément de préjugés et d'a priori des deux côtés. Donc, si on veut désiloriser, si on veut décloisonner, de toute façon, on est obligé, hein, si on veut faire de l'innovation et avancer, donc on est obligé de créer des conditions pour pouvoir décloisonner et œuvrer à l'innovation, qu'elle soit sociale, technologique ou artistique. Voilà. Donc, on a mis en place un processus de créativité avec une coach en créativité. Donc, par des petits jeux, par des expériences perceptives, où on modifie toutes les dimensions sensorielles par rapport autour d'une œuvre. Là, c'était autour de la danse, donc on a quand même réussi à les faire danser. Donc, on travaille autour plutôt de ce qui fait le cœur de l'artiste qui va être mis en avant lors de cette rencontre. Voilà. Donc, on a travaillé par exemple sur les mots, sur des mots qui rapprochaient le monde culturel du monde de l'entreprise. Création, management, production. Marketing maintenant, ça commence. Donc voilà, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble et comment on pouvait se comprendre. Donc tout ça, ça a entraîné de l'innovation sociale territoriale. On ne savait même pas qu'on faisait l'innovation sociale, mais enfin, finalement, on nous a dit qu'on faisait l'innovation sociale territoriale. Parce qu'en fait, on fait rencontrer des personnes qui vivent sur un même territoire, mais ne se rencontrent jamais. En fait, on a affaire à des vies parallèles. Et je pense que voilà, le numérique, les contextes vont permettre de se faire réunir toutes ces différentes personnes pour pouvoir œuvrer à mieux se connaître, pour mieux vivre ensemble aussi. C'est aussi l'enjeu, c'est à la fois de l'innovation, mais aussi de la transformation sociale. Parce que quand je dis sociale, c'est la dimension sociétale en fait. C'est comment on apprend à mieux se connaître, comment on fait pour travailler ensemble. En fait, c'est des nouvelles formes de médiation. Et bon, quand même, la culture, c'est quand même central, donc ça repose sur de l'humanité, sur de la création de liens et du partage. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à jouer, à réinventer peut-être. Donc l'innovation incrémentale, on travaille sur un festival un lien entre un festival et une entreprise de drones. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des appels à projets qui se lancent partout en France et l'acteur culturel ne va pas forcément penser à l'entreprise. Et l'entreprise n'a pas forcément pensé à l'acteur culturel, donc on les met en connexion, on essaie d'inventer des nouvelles façons de travailler, on va rechercher des financements pour eux, voilà, on les fait bosser ensemble. Donc là, c'est sur un projet de drone festival, parce que voilà, suite au Bataclan, et voilà, il y a des comment je vais dire ça, il y a des charges supplémentaires pour les festivals en termes de surveillance, de gardiennage, de communication différenciante, tout ça. Donc voilà. On essaie aussi de développer ce fameux écosystème culture, économie sociale et solidaire et numérique. Donc là, on va s'installer à la Cité numérique avec un espace qui sera un espace de résidence d'artistes en art vivant numérique qui viendront un peu comme une Art Fab Lab, c'est-à-dire qui viendront utiliser des outils, des compétences des entrepreneurs qui sont dans la Cité numérique. Et inversement, c'est aussi avec comme des showrooms vivants où il y aura un espace d'idéation pour les entreprises qui disent voilà, je peux faire ça avec ma technologie. Voilà. Donc ça, c'est des exemples, par exemple, d'innovation incrémentale. Ça, c'est en Islande. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc en fait, on reste toujours dans une démarche artistique.
mais qui vient enrichir un service, un produit. Ça peut être de l'innovation commerciale aussi. Voilà. Voilà. Donc ça, on n'aura pas le temps de passer la vidéo, mais je vous conseille d'aller la voir. En fait, c'est une personne qui fait des tatouages électroniques qui sont reliés directement à son smartphone. Donc c'est fini, là on tape plus sur le clavier, c'est terminé. Le smartphone, c'est terminé aussi. Donc, maintenant, on fait avec un tatou électronique sous son bras pour être directement relié à son smartphone ou à sa tablette. Donc envoyer des textos via son smartphone. Mais on reste quand même, ils sont beaux, c'est inspiré des bijoux africains. Donc on reste quand même dans une démarche artistique, et y compris technologique, numérique, sociétale, voilà. J'ai plus qu'une minute, alors j'ai avancé. Là, je voulais vous poser des questions à la fin pour ouvrir aussi cet aspect critique. Donc on a mis en place une plateforme c'est une plateforme d'économie collaborative qui vient de labelliser par le ministère de la Culture, où les acteurs culturels vont pouvoir switcher directement avec l'acteur économique pour faire du mécénat. On m'a dit de ne pas dire en nature ici. Donc c'est du mécénat qui n'est pas financier. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. En gros, c'est tout ce qui est matériel, mise à disposition de salariés, prestations de services, voilà. Parce nous, on a découvert que l'entreprise était plus prête, qu'elle soit numérique ou pas, à offrir son service, son produit, sa technologie. Ça peut être du mécénat technologique que du financier, du moins dans un premier temps. Puis après, une fois que le lien interpersonnel est créé, là, on peut aller sur quelque chose un peu plus loin. Voilà, je passais un peu vite, mais je voulais vous poser la question, en quoi l'artiste, en art vivant, puisqu'on est ici à la Bourse Rideau, peut-il être utile au développement d'une entreprise numérique? En quoi la compétence métier, souvent on a affaire à des artistes en art vivant, ils ne connaissent pas leur compétence métier au-delà de la compétence artistique et esthétique. C'est-à-dire un danseur, il a une connaissance sur le transfert de poids, l'équilibre, le déséquilibre, le mouvement, la vitesse. Voilà, en danse, sachez que le poids en danse se calcule en newton et pas en masse. Donc ça pose des questions. Et par exemple, on travaille avec le milieu de la santé sur des personnes anorexiques et tout ça. Donc c'est intéressant, je pense que. Mais l'artiste a besoin, je ne sais pas s'il y a des artistes dans la salle, mais de bien connaître sa compétence métier et au-delà de la dimension artistique et esthétique. Et comment on transforme un public bénéficiaire, donc on parle des publics, voilà, en usagers. Ça, c'est des questions qui nous traversent. C'est-à-dire comment le public pourrait être sociétaire, bénéficier d'un usage, d'un service numérique ou d'un service culturel. Donc ça, ça transforme du coup le modèle économique d'un lieu de création et de diffusion. Et voilà, donc quelle coopération, nouvel usage culturel pourriez-vous proposer? Donc ça, je laisse la question ouverte aussi, je terminerai pas ça. Je vous demande si vous êtes prêts, du coup, à faire cette rencontre et à décloisonner pour pouvoir innover et réinventer de nouveaux rapports voilà, avec votre écosystème. Merci infiniment, Merci. Sébastien. Je me fais la gardienne du temps, mais on va pouvoir revenir dans la période de questions s'il y a des choses qui vous interpellent et que vous voulez discuter. On va passer à Emmanuel pour avoir le temps de vous livrer toutes nos fabuleuses informations. Alors, Emmanuel Le Sirois, à vous, madame. Merci. Alors, je travaille pour le Centre des auteurs dramatiques. Et d'abord, j'en profite pour remercier Priscilla Guy pour l'invitation, ainsi que les organisatrices du forum, Colette Brouillé, Ariane Labelle-Côté et Carole Trottier. Et donc, moi, j'ai pris l'invitation au pied de la lettre. Alors, il s'agissait en 5 minutes de s'inscrire dans une posture critique par rapport à la culture numérique. Alors, j'ai un beau plaidoyer conservateur à vous partager. Et le conservatisme est dans l'air du temps, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Voilà. Alors, le CEAD existe depuis plus de 50 ans. On compte 250 membres, des auteurs de théâtre. Et nous avons comme mandat d'accompagner, de soutenir et de diffuser la dramaturgie québécoise francophone au Québec et à l'étranger. Donc, chaque jour, je circule tout près des manuscrits de Gauvreau, de Tremblay, de Marcheseau, Loranger, les manuscrits poussiéreux. Donc, on fait essentiellement de l'accompagnement dramaturgique, c'est-à-dire un travail de mécanicien du texte, un travail manuel sur les mots, un travail d'artisan. Et j'ai en tête la métaphore d'Alexis Martin qui disait de son art qu'il était un gosseux de bois.
et je pense que la métaphore vaut encore son pesant d'or aujourd'hui. Alors au CEAD, nous sommes des gosseux de bois. Le cœur de notre travail, le travail de fond, n'a rien à voir à proprement parler avec le numérique. Peut-être que cette inscription dans l'écosystème théâtral permet de prendre la thématique de ce forum à contre-pied. Peut-être permet-elle de révéler les composantes qui achoppent, les tensions porteuses sur le plan réflectif. Parce qu'il demeure important, je pense, de recentrer le débat autour de l'artiste, sa raison d'être et la création. On parle d'adaptation des compétences au contexte numérique et on parle de partage des nouvelles pratiques. Or, l'écriture dramatique n'est pas une compétence qui peut s'arrimer si facilement au contexte dit numérique et ne pourra jamais être considérée comme une nouvelle pratique. Certes, les auteurs dramatiques font usage des outils numériques dans leur métier, notamment en ce qui concerne la valorisation et la diffusion de leur travail, mais les fondements même de leur pratique y demeurent imperméables. J'ai dégagé 3 zones de tension, essentiellement des points qui achoppent sur le plan terminologique et qui ont fait l'objet de discussions avec les auteurs qui m'entourent et m'enseignent que les nuances sont importantes, surtout lorsqu'elles ont des conséquences sur les conditions de pratique des artistes, sur leur survie. Par tension, j'entends donc ce qui constitue un champ de résistance où des forces antagonistes s'opposent. Une première tension, donc, qui peut être observée, est celle qui lie la triade création, recherche et innovation. Il ne s'agit pas d'équivalence. Par ailleurs, un glissement sémantique s'opère assez fréquemment entre innovation terminologique et innovation artistique. La création peut désigner à la fois le processus créatif et son objet abouti. Une recherche pertinente n'est certes pas nécessairement innovante dans un contexte dit numérique. Je pense à ce que veulent les artistes, mais plus précisément les auteurs de théâtre, outre le fait de voir leur travail porté à la scène. Ce dont les auteurs ont réellement besoin est extrêmement prévisible et constant, voire ennuyeux. Ils ont essentiellement besoin, pour construire des œuvres de qualité, de résidences d'écriture et de collaborateurs avec qui travailler le texte dans l'espace. Difficile donc à justifier lorsque l'évaluation des projets pour obtenir des fonds comporte des critères portant sur la dimension innovante et numérique d'un projet. Je me suis retrouvée à devoir justifier au cours des derniers mois en quoi une résidence d'écriture pouvait être innovante et pouvait s'inscrire dans la culture numérique. Or, l'innovation en histoire de l'art correspond désormais à une conception plutôt romantique de la pertinence artistique, comme sous-jacente à un développement social linéaire. Ne pourrait-on pas parler de justesse et d'efficacité artistique, de pertinence? Une deuxième tension à laquelle réfléchir peut donc être celle-ci. L'innovation est-elle une mesure incitative ou une démarche artistique à proprement parler? Les artistes doivent-ils chercher à innover, à tenter de s'inscrire en rupture, mais en rupture avec quoi? S'il demeure pertinent d'innover en ce qui concerne les stratégies de développement de public, l'innovation artistique ne se situe pas au même endroit. Je suis toujours étonnée de constater que le numérique constitue souvent une plus-value dans un projet artistique lorsqu'on tente de le défendre. Cela incite certains auteurs à se projeter dans des démarches qui les détournent parfois de l'essentiel, construire et développer des dramaturgies percutantes et travailler le sens de ce qu'ils font. On y revient toujours au travail de fond, au travail sur les textes et le contenu. Nombreux sont les auteurs et les organisations à cogner à la porte du CAD pour ce faire. Je lance donc cette troisième et dernière zone de tension. Du point de vue de la création, il demeure intéressant de réfléchir à la culture numérique, la prolifération de la culture écranique, les médias sociaux, l'intelligence artificielle, les avancées technoscientifiques, surtout parce que c'est une façon d'appréhender notre époque avec acuité. Le numérique doit demeurer un moyen d'y parvenir et non une fin. En dépit de tout l'amour et le respect que nous vouons aux arts de la scène dont les démarches s'inscrivent dans la culture dite numérique, il va sans dire que nous devons préserver les ressources qui permettent aux auteurs de créer de la matière textuelle, sans quoi nous glisserons peut-être vers un appauvrissement symbolique et une précarisation des conditions de pratique des auteurs de théâtre. Autour de moi, je compte beaucoup d'auteurs inquiets, mais bienveillants malgré tout face à cette culture numérique. Déjà en mai 2010, le Calque relevait dans un premier portrait intitulé « L'utilisation des technologies numériques par les artistes et les organismes relevant du calque » que les technologies numériques avaient désormais investi tous les champs de la création et de la diffusion des arts et des lettres. Je me demande pourquoi nous devons favoriser donc l'appropriation de ces outils au-delà d'une capacité à valoriser et à diffuser le travail dans un contexte compétitif et difficile.
Ce qui devait arriver n'est-il pas arrivé? Les artistes qui ont voulu interroger le numérique ne l'ont-ils pas déjà fait? La priorité de financement demeure les conditions de survie de ces artistes, la place que nous leur octroyons, et à cet égard, me préoccupe davantage. En guise de conclusion, je me permets de citer un fragment du discours de l'auteur Olivier Chouanière qui a reçu en 2004 le prix Siminovitch. Le théâtre est une forme d'art qui appartient à un autre temps et de ce fait révèle quelque chose de particulier sur notre temps, comme si on tentait de témoigner de notre réalité moderne en peignant les parois d'une caverne avec les doigts. C'est ce décalage qui lui permet d'être notre contemporain. Se donner rendez-vous dans un lieu réel, s'y rassembler pour un temps donné, durant 1 heure, 2 heures, y respirer un même air, y vivre un même présent. Prendre tout ce qui empêche la prise de conscience de notre propre pouvoir et le mettre en scène. Tenter de le voir, de le comprendre et retourner chez soi avec une part de liberté peut-être minuscule, mais qui reste et persiste. Olivier Chouanière. Si je plaide aujourd'hui en faveur de la figure des auteurs de théâtre comme ethos qui s'inscrit ailleurs que dans la portée et la visée de la culture numérique, je me permets néanmoins de présenter une œuvre dont la prémisse me semble percutante. Cette œuvre entend réfléchir à la culture numérique en interrogeant la place grandissante des intelligences artificielles dans nos vies. Une comédienne en scène dialogue avec Siri en temps réel. Ce qu'il y a notamment d'intéressant avec cette œuvre, ce qu'elle donne à penser, c'est le glissement qui s'opère avec la notion octoriale, qui réfère à l'auteur. Maxime Carbonneau, Laurence Dauphinet et Siri figurent à titre de co-auteur de l'objet théâtral. Merci. On regarde un petit Oui. extrait, oui. J'ai envie de te prendre dans mes bras. D'accord, mais seulement si ça reste entre nous. Comment t'appelles-tu? Siri. On nous dit de lui parler comme à une vraie personne. Vos aspirations, vos rêves, votre couleur préférée, tout l'intéresse. Moi, je joue moi, et Siri joue Siri. Es-tu mon ami? Je suis à la fois votre amie et votre assistante. Quel est le sens de la vie? Vie, principe ou force qui sous-tend la qualité distinctive des êtres animés. Je suppose que cela m'inclut. Vous l'avez créé à votre image. Je vais te supprimer. Je suis désolée. Tel utilisateur, tel assistant. Merci Emmanuel. Alors, on va passer à la présentation de Simon et on va faire un petit ajustement technique. Alors, on se promène d'un univers à l'autre, mais j'imagine que vous commencez à identifier les tensions, les enjeux qui se recoupent. Et là, on poursuit avec une troisième présentation de Simon. Bonjour, bon matin. Oui, Simon Emmanuel Leroux. Je me suis fait inviter par Priscilla sur le panel Posture critique. Puis en fait, j'ai voulu partager avec vous autres des questions qui me hantent depuis maintenant presque 10 ans que j'ai une pratique qui est au croisement des projets citoyens, des projets culturels et des projets numériques. C'est 3 questions très simples de base. C'est quoi les conditions financières qu'on a pour fonctionner? C'est quoi les conditions cognitives relationnelles? Ah oui, j'écris ça. Cognitives relationnelles qu'on a pour interagir, manipuler cette matière-là, et à qui appartiennent ces outils et ces plateformes dont on dépend pour faire de la création et de la diffusion numérique. Question de base, je le partage avec vous. Donc, ça ne sort pas de nulle part, là, ces réflexions-là. J'articule plusieurs projets depuis quelques années. Un d'eux, c'est porté par une coopérative qui s'appelle Territoire. C'est un projet de rassembler toute l'information événementielle du territoire dans un bien commun. C'est super idéaliste, puis ça marche la majorité du temps. Le deuxième, c'est un projet de jeu vidéo qui cherche à combiner les codes du théâtre en jeu vidéo et les codes du jeu vidéo au théâtre. Ça s'appelle Grand Bruit, puis vous allez voir, ça marche très, très bien, celui-là. Est-ce que... Ah! Finalement, on n'aura pas de vidéo. Je vais appuyer sur Play. C'est bon. On l'aura pas. Mais bref, il y a encore des petits bugs. Ouais, bon, c'est là. Ça va être très beau, c'est dans l'espace.
finalement, un autre projet qui est... C'est bon, ça fonctionne. Ah, voilà. Ouais. Donc, on a encore des petits bugs à régler. Mais donc, on travaille avec des auteurs de théâtre et puis des développeurs et des designers à cheval avec des projets qui se passent sur la scène et des projets qui se passent dans le jeu vidéo. Et puis, le dernier projet, le plus ambitieux, qui s'appelle Manivelle, qui est l'idée de créer un réseau d'écrans interactifs à travers le Québec et peut-être le monde, qui permettrait de découvrir des contenus culturels. Donc, un réseau consacré à la découverte culturelle sur des écrans interactifs d'affichage dans l'espace public. Donc, 3 projets, 3 formes différentes, une coop, un OBNL, une entreprise à but lucratif, et des enjeux qui ressortent de ça, de cette expérience-là. Et en fait, j'ai utilisé le mot « tente » et « essayer » souvent, je pense, là, que ça ne marchait pas tout à fait. C'est parce qu'en fait, j'ai cette impression d'une course après le numérique sans arrêt depuis 10 ans, depuis plus longtemps même, pour ceux que ça fait plus longtemps qu'ils font ça. Donc, on cherche à l'attraper, mais c'est toujours évanescent, puis on fait des stratagèmes, puis des nouveaux plans, puis on veut vraiment, vraiment que ça fonctionne cette fois-ci avec la machine ultime qui va enfin nous permettre d'attraper le numérique. Mais ça nous échappe. Pourquoi ça nous échappe? C'est mes 3 hypothèses, c'est les suivantes. Donc, la première est financière. Ouais, le cash. Jusqu'où on fait le compromis? Fait que ça va être l'autre slide tout de suite. C'est des chiffres. Donc, ces chiffres-là, en fait, combien de personnes ici sont développeurs ou ont déjà fait de la programmation? Ah! Hein? Voilà. Ceux qui savent lire du code un peu. Ouf. OK, pas si pire. Donc, en fait, ces 2 chiffres-là, c'est le salaire moyen d'un artiste et le salaire moyen d'un développeur. Et je prends le temps de prendre une note. Le salaire moyen d'un développeur, ici, c'est de loin supérieur à ça, en général, par année. Donc, on voit une première tension assez importante ici, qu'on oublie souvent de parler de ce fait-là. C'est-à-dire que, non seulement ça coûte très cher mobiliser des développeurs, mais en plus, c'est extrêmement rare des développeurs, des bons développeurs. C'est super dur à recruter. J'ai aussi fait sous forme de tableau. Je trouvais que ça faisait un peu plus sérieux, mais c'est pas vraiment scientifique. On peut aller à la suivante, je pense. Donc, oui, on reste là. Donc, on a une autre illusion aussi. On a cette illusion-là qu'il y a des artistes programmeurs. Il y en a quelques-uns, des artistes programmeurs. Je pense qu'on en a un ici. Mais c'est relativement rare. Et puis, je vais revenir dans mon deuxième point. Et puis, on pense en fait que les artistes peuvent développer des compétences en programmation pour s'approprier des outils numériques, mais c'est une question que je questionne beaucoup, là, c'est une idée. Ou encore qu'on aurait des ingénieurs ultra sensibles, donc des ingénieurs tellement passionnés par les arts qui vont accepter une coupure de salaire radicale pour se consacrer à l'art. Et ça me fait toujours rire, parce qu'on n'en parle pas. Puis là, on dit, oui, on va amener le numérique en art. Allons-y. Ensuite, on peut rester là encore. Il y a une deuxième variable qui est, il y a les salaires individuels, mais il y a les budgets de projet. Et puis, on se compare souvent aux jeux vidéo, ce qui est fort amusant. Quand en fait, les projets de jeux vidéo, si on savait les budgets d'opération qu'ils ont pour fonctionner, c'est complètement inouï. Moi, je pense à des projets que j'ai faits sur la scène, notamment avec Priscilla. Nos budgets, c'était ridicule. On a fait des miracles. On fait toujours des miracles. Mais on oublie d'en parler. Donc, j'ai quand même des pistes d'action là-dessus. Donc, développer des liens, effectivement, avec les écoles d'ingénierie pour stimuler ces programmeurs illuminés qui ont envie de prendre un pay-cut. Revoir nos stratégies de financement radicalement. Puis, militer pour une certaine éducation numérique serait un peu plus tôt, parce que plus tard, moi, ça fait 10 ans que chaque année, je vais apprendre à programmer. C'est un échec lamentable. Mais je vous recommande quand même d'essayer. Mais c'est vraiment, vraiment difficile. Voilà. Donc, premier point, donc, même si on a trouvé tout l'argent, tous les capitaux nécessaires, toutes ces rares ressources, on est pris avec un deuxième problème assez intéressant que Pri a évoqué. C'est que, à mon avis, les formes de cognition qui sont mobilisées quand on programme et quand on fait de la création, particulièrement de la création en art vivant, sont radicalement différentes. Donc, on a essayé de créer des ponts. Max MSP, qui est vraiment aimé des gens de la scène en général, ou AI, selon, est un logiciel qui essaie d'être visuel dans sa façon de représenter la programmation. Reste que, pour ceux et celles qui ont déjà essayé de jouer dans Max, le petit nom pour les intimes, c'est extrêmement chaotique, bordélique, fascinant. Ça donne des résultats intéressants de temps en temps, mais ça reste une cognition très, très, très particulière. En fait, la programmation, ça ressemble généralement plus à ça. Et on aime fantasmer que c'est autre chose que ça, mais ça revient toujours à ça. Ultimement, sous toutes les paillettes et puis toutes les belles projections, il y a quelqu'un à quelque part qui s'est assis et qui a écrit énormément de lignes de code extrêmement difficiles à comprendre.
Et là, on nous amène avec les idées de lexique. Donc, ce matin, on a tout ce lexique-là de la programmation. Et effectivement, par contre, on ne parle jamais du lexique de la création. Puis là, j'ai beau apprendre tout ce lexique-là. Moi, je ne suis pas programmeur, je suis gestionnaire de programmateurs, puis j'essaie de temps en temps de gérer le projet logiciel. Là. C'est supposé être mon travail. Mais c'est énormément difficile. J'ai des petits mots du lexique, j'ai des petits concepts de base, j'arrive à me retrouver globalement, mais je n'ai pas un contrôle, je n'ai pas la prise sur ce qui se passe. Donc, des styles de cognition, on arrive au style de gouvernance. Comment est-ce qu'on fait pour établir un dialogue entre des développeurs qui travaillent là-dedans toute la journée et des gens de création qui sont sur la scène? Je sais qu'il y a plein d'autres métiers autour de ça, mais reste que c'est radicalement différent. Et encore là, effectivement, on n'en parle pas. Et on parle surtout, en fait, du langage des programmeurs et très peu du langage des gens de la création. On a une hypothèse, nous, à Territoire, donc qui est une coop. C'est une gouvernance complètement horizontale. Il y a des échanges fascinants qui se passent entre les développeurs puis entre des gens qui font juste les ventes ou entre les gens qui font la comptabilité. Donc, on essaie de parler nos langages mutuels dans une logique où les pouvoirs sont réfléchis, où les styles de cognition sont réfléchis, où la diversité est réfléchie et le temps de parole. Parce que sinon, parce que dans beaucoup d'exemples que j'ai vus, il y a effectivement des rapports de pouvoir très inégaux. Il y a des rapports de genre aussi qui se manifestent, parce que les développeurs sont souvent des hommes, qui sont jamais... On n'en parle pas. Troisième point. Donc, les enjeux de propriété. À qui sont ces plateformes? À qui est ce code qu'on utilise, dont on dépend de plus en plus? C'est quoi la logique économique de ces outils-là? C'est des enjeux plus difficiles à discuter puis qui démarrent toujours un argument en boucle qui revient au même un peu. Je pense qu'on peut changer. Donc, on revient aux gros joueurs. On pense Apple, Adobe, Facebook, YouTube. Les plus petits comme MaxMSP, qui sont quand même des entreprises privées. Aux petits projets pleins d'espoir, Pure Data. Là, on a les puristes de Pure Data pour ceux qui connaissent ça, qui est un logiciel à code source ouvert, et tous ces logiciels à code source ouvert qui suscitent des espoirs depuis très longtemps, mais qui y tous un petit peu toujours. Là. Et là, on dit quelque chose comme ce matin, il faut établir le dialogue avec les plus grosses compagnies. Ça me fait extrêmement rire, cette phrase-là. Avec quel rapport de force? Je veux dire, on va appeler Apple. Oui, Apple, ton algorithme, la ligne 356. Non. En fait, la métaphore que j'aurais pour ça, en tant que vous êtes des diffuseurs ici, je pense beaucoup, c'est comme si on vous disait, bon, 80% de ta salle, ça va appartenir à un conglomérat international qui va prendre toutes les décisions et la majorité du profit, mais on va te laisser un beau 20% pour jouer dedans. Ça va être super le fun. Les gens se déchireraient leur chemise et diraient, mais voyons donc, on va laisser notre réseau de salles à un conglomérat international. Mais c'est exactement ça qui se passe avec les outils qu'on utilise et on n'en parle pas. Donc, comme contre-exemple, ce qu'on essaie de faire à Manivelle et qui est assez difficile, c'est qu'on a fait un processus de co-création au départ avec les utilisateurs du service, en allant dans l'espace public, en testant nos prototypes. Ça s'appelle Proto Plywood. C'était littéralement une planche de plywood avec un écran cloué dessus. Et on a appris plein de choses dans ce processus-là. On a donc essayé d'aller tester notre produit, mais reste que, en toute humilité, on est une entreprise privée et demain matin, on pourrait décider de capitaliser sur le produit qu'on a déployé. On pourrait décider de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de mode de gouvernance qui permettrait aux utilisateurs du produit de dire « ben non, je n'ai pas envie que ça aille dans telle direction ou telle direction ». On est une entreprise sociale, ce n'est pas notre but de faire ça, mais au niveau formel, c'est possible. Quand on fait une coop, quand on fait un OBNL, c'est d'autres logiques, mais il y a très peu de coop OBNL qui font du développement. Fait que je vais finir. Ah, c'est bon. Donc, mon souhait, puisque je voulais amener aujourd'hui, c'est qu'on continue à se poser ces questions-là. Avec ces trois volets-là, donc qu'on se donne réellement des conditions de travail qui nous permettent d'articuler le numérique, c'est-à-dire soit d'engager des développeurs, soit de se former vraiment au numérique, mais qu'on arrête de se dire qu'on est capable de faire des projets comme dans le jeu vidéo, avec des budgets qui relèvent, je ne sais même pas de quoi ça relève, en fait, des arts, merci. Merci, Simon. Deuxième point, je vais juste finir, qu'on se donne des méthodes de travail qui nous rendent une meilleure communication, et puis qu'on possède nos outils, donc qu'on soit ambitieux là-dessus, qu'on possède nos outils, qu'on ait les moyens d'assurer leur pérennité et leur développement. Merci. Alors, tel le coyote sur la photo, on va courir vers notre dernier invité. Si jamais on n'a pas le temps pour les questions, il y a tout le dîner. Vous pourrez nous les poser. Je vais juste prévenir pour pas qu'il y ait trop de déception. Il va peut-être nous rester quelques petites minutes, mais ça risque d'être plus bref que prévu. Alors, à Jean-François.
Moi, je n'ai pas préparé comme mes illustres collègues ici de présentation avec des blagues ou avec un très grand sérieux. Mais je vais quand même faire de l'art de la scène qui est de la présence et de l'improvisation. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qui a été discuté ce matin, auparavant à la plénière, puis ici aujourd'hui où c'était très éloquent, c'est qu'on utilise le terme numérique comme si c'était une nouveauté, d'une part, et en réalité, on ne sait pas exactement. Merci. On sait pas. Je pense qu'on ne partage pas la définition de numérique. On l'a utilisé comme nom propre, numérique, mais on l'a aussi beaucoup utilisé comme adjectif. Technologie numérique, entreprise du numérique, culture numérique. Et en toute honnêteté, moi, je ne sais franchement pas de quoi on parle lorsqu'on utilise ce terme de cette façon-ci. Je suis aussi très au courant que c'est à la mode de parler de numérique, donc on va parler de numérique. Il y a d'autres choses qui sont à la mode, Jean-Robert Bisaillon nous en a parlé. Découvrabilité, ça va être super hot au cours des prochains mois. Algorithme, on en a un petit peu parlé aussi. Et bien sûr, métadonnées. Dans toutes ces notions-là, il n'y a rien de nouveau là-dedans dans l'introduction qui m'a été faite. C'est un petit peu ma position aussi. En musique, par exemple, le logiciel qu'on a vu ici, Max MSP, la première version du logiciel, c'est 1981. Donc, ça fait déjà c'était le siècle dernier. Ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui réfléchissent au phénomène de composition musicale avec l'aide d'un ordinateur. Les premiers ordinateurs à faire du son, c'était un ordinateur IBM, c'était en 1952. Donc, ça fait aussi très longtemps que l'outil, l'instrument ordinateur, fait partie d'une certaine partie du travail des compositeurs, ceux qui s'intéressent à ça. La technologie, qu'elle soit numérique ou mécanique, c'est une technologie. Une clarinette, c'est d'une très, très, très grande complexité. Un follow spot aussi. C'est des technologies, ce sont des trucs qui sont développés souvent pour d'autres fins et que les artistes, en général, rapatrient et en font quelque chose. On n'a certainement pas le contrôle sur le développement des logiciels. Ça, c'est absolument vrai. On est pris, lorsqu'on veut faire son site web personnel ou d'entreprise, on va vers WordPress, par exemple, qu'on ne contrôle absolument pas, ou d'autres types de plateformes. Donc, on est vraiment des utilisateurs bêta. On fait simplement mettre ce qui a été prévu par les entreprises pour des raisons qui étaient bien différentes de celles qui nous intéressent. On tombe dans des cases préétablies. On ne contrôle pas ce développement-là. Pour le contrôler, il faut s'accaparer l'outil. Et si ça nous intéresse au niveau individuel ou au niveau d'entreprise, il faut avoir à l'interne la force. Ça, j'ai presque l'impression d'être dans un film de science-fiction, là, mais je discutais avec quelqu'un un peu plus tôt, je t'ai dit, il y a peut-être, il y a 10 ans, j'étais à une table des rendez-vous de la DISC, de l'Association des producteurs de spectacles et d'enregistrements sonores au Québec. Et là, la grande discussion, c'était avoir ou ne pas avoir un site web. Parce qu'on s'est tous posé cette question-là, puis à un moment donné, il n'y en avait pas. Avant 93, ça n'existait même pas. Donc, ça a été inventé. Et la grande question, c'était, oui, on se fait un site web parce qu'on est obligé. Puis là, les gens l'ont fait. Et à ce moment-là, je devais relever une chose dramatique qui était que le fait d'avoir un site web, ça change, c'est un nouveau paradigme. Soudainement, j'ai une maison de disques, moi je suis producteur discographique. Si j'ai un site web, je deviens donc un éditeur d'images et de textes sur la maison de disques. Donc, je deviens une publication. Mais ce n'est pas parce que j'ai un site web que je suis apte, capable de faire une publication, d'être rédacteur en chef. C'est une nouvelle job qui m'est tombée dessus.
lorsqu'il y a eu la grande question avoir ou ne pas avoir un téléphone cellulaire, ou avoir ou ne pas avoir un fax, bien, il faut aussi se dire, bien là, il faut que j'apprenne à acheter du papier thermique puis de l'installer dans la machine, ou payer une deuxième ligne de téléphone, ce qui n'est pas privé à mon budget. Ou maintenant, parce que je pense que vous avez tous des téléphones cellulaires dans vos mains, ou pas loin, ou carrément dans vos mains, d'apprendre à utiliser cet outil-là. Vraiment à l'utiliser, parce que ce sont des outils. La musique est dans les formes des arts de la scène, la musique est celle qui est le moins un art de la scène, puisque depuis 122 ans, il y a l'enregistrement sonore qui est venu créer une mutation dans la relation entre l'auditeur et l'interprète, et avant ça, le compositeur. Par l'enregistrement sonore, on n'avait plus besoin des interprètes. On avait besoin une fois, puis après, on pouvait réécouter ad nauseam les chansons ou les œuvres qui nous intéressaient. Ce changement de paradigme s'est fait il y a très longtemps par cette évolution technologique qui n'était pas faite pour la musique au départ. Le numérique, la partie numérique qui est donc l'informatisation de la chose, puis l'informatisation de la micro-informatique, les ordinateurs qu'on a tous aujourd'hui aussi, en 80